Bonjour à tous, ce soir nous entrons dans un colisée silencieux, où chaque pierre porte l'écho des cris anciens et la ronde sec de la poussière et de la sueur. Vous clignez des yeux et la torche vacillante projette des ombres dansantes sur les tribunes vides. Vous ne survivriez probablement pas à cela sans une bonne paire de bottes rembourrées. Alors avant de vous mettre à l'aise, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Commentez d'où vous nous regardez et quelle heure il est dans votre ville. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour que vous puissiez entendre ce doux bourdonnement en arrière-plan, et commençons ensemble le voyage de ce soir. Vous prenez une profonde inspiration, l'air est lourd, presque suffocant, comme si 50 000 spectateurs fantomatiques observaient chacun de vos mouvements. Des lames de soleil filtrent à travers les arches brisées, dessinant des traînées de lumière qui brillent sur les mosaïques brisées du sol. Un frisson lui parcourt l'échine, le froid venant des couches d'histoire et de cruauté qui s'y trouvent. À en juger par le silence, on jurerait que rien ne vit sur cette scène enfouie dans le temps, mais l'écho de voix imaginaires murmure des secrets de punition si étranges qu'ils frisent l'incroyable. Vous avancez, chaque pas craquant sur les dalles durcies, et vous vous souvenez de cette fois où nous avons parlé de la crème solaire à base de crottes de crocodile ou une curiosité marginale qui est également apparue ici, selon des rapports exotiques. Mais aujourd'hui, l'intrigue est différente, les châtiments les plus étranges de l'Empire romain, destinés à terroriser et contrôler les foules. Les historiens débattent encore pour savoir si l'horreur pure était l'objectif principal ou simplement un effet secondaire de la quête de spectacle de l'État. Juste devant, vous remarquez une petite inscription presque effacée en latin, Doliu et vis rodeac madam, la fraude et la violence gouvernent ce monde. L'expression correspond parfaitement à ce qui va arriver. Le Colisée, inauguré en 80 après JC. Sous l'empereur Titus, pouvait autrefois accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs lors de séances semblantes de gladiateurs et de condamnés à mort, un fait historique majeur qui fait battre votre cœur plus vite. Aujourd'hui, vous vous promenez dans ces ruines comme si vous vous promeniez dans un musée vivant, mais sachez que derrière la poussière, il y a une traînée cachée d'horreur que le peuple romain a applaudi avec ferveur. Alors que vous suivez le couloir menant à l'arène, votre pouce accélère. Imaginez, si vous le pouvez, le sol trempé de sang, les chaînes traînant des corps affamés, les cris noyés par le rugissement du public. Il est difficile de concilier cette cruauté avec les toches élégantes et la grandeur architecturale que nous admirons tant dans les manuels scolaires. Les historiens se demandent encore si le peuple latin était davantage assoiffé de justice ou de simple divertissement sadique. Vous ressentez la tension, vous remarquez les marques de fouet sur les piliers et vous anticipez déjà ce que nous verrons dans la prochaine section sur la flagellation publique. Mais restez ferme. Vous avez survécu à l'épreuve du courage jusqu'à présent. L'air semble vibrer d'anticipation, et chaque centimètre de ce sol porte le souvenir de victimes qui n'ont peut-être jamais trouvé de nom à retenir. Et ici, sur cette scène pétrifiée, vous devenez témoin d'étranges héritages, hybrides de droit et de spectacle. Un frisson parcourt ses pieds nus sur le marbre froid, lui rappelant que même si ce sol est inerte depuis des siècles, la violence qui s'en dégage résonne encore dans les débats académiques sur le pouvoir et le spectacle. Vous soupirez, ajustant la couverture sur vos genoux, prêt à plonger tête la première dans le premier type de punition, la flagellation publique. Mais d'abord, prenez une autre gorgée de votre boisson chaude et laissez le doux bruit du ventilateur vous bercer. Après tout, ce voyage exige des nerfs d'acier et vous êtes sur le point de découvrir à quel point les Romains étaient créatifs en matière de torture. Vous êtes en équilibre sur le bord de l'arène improvisée, sentant le sable froid gratter vos chevilles tandis que le murmure palpitant de la foule semble pousser comme un cœur collectif. Devant lui, un forçat à moitié nu est attaché à un poteau de bois rongi par la rouille et le temps, le cuir tendu comme s'il savait déjà ce qu'il attendait. L'air est rempli d'un mélange de poussière, de sueur. Eh bien, de ce parfum terreau que vous avez pris pour de l'encens jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il s'agissait simplement de boue séchée, vous vous souvenez de la crème solaire à base de crottes de crocodile? Eh bien, ce parfum est tout aussi subtil. Le juge lève son index, un geste si simple qu'il ressemble à peine à un signal. Commençons. Puis le bourreau apparaît, brandissant un flagrum, un fouet à plusieurs lanières de cuir en pointe métallique, capable de déchirer la chair avec la cruelle précision d'un scalpel. Vous avalez difficilement, sentant votre pouls trembler à un rythme irrégulier. Les historiens confirment que la flagellation publique faisait partie du code de droit romain dès le IIe siècle avant JC, initialement proclamé dans la Lex Porcia pour punir les accusés non citoyens sans le luxe d'un procès complet. À mesure que le bourreau s'approche, vous remarquez chaque pulsation du vent soulevant de la poussière dorée dans la lumière incertaine du soir, un spectacle si plastique qui ferait un excellent filtre Instagram. Si Instagram avait existé à l'époque. Le premier coup brise le silence, un craquement sec, suivi d'un court gémissement. Vous sentez un battement dans votre poitrine, comme si une deuxième main invisible serrait vos côtes, et votre estomac fait une pirouette inopinée. La foule réagit, certains applaudissent, d'autres détournent le visage,
Il y a ceux qui capturent tout cela dans leur tête pour le dire plus tard à leurs amis. Mec, vous n'allez pas croire ce que j'ai vu au Colisée aujourd'hui. Un rire nerveux s'échappe de vos lèvres. Détendez-vous, ce n'est pas comme un spa de bien-être, pensez-vous, mais au moins il n'y a pas de sauna de bout toxique ici. Le condamné se tord à chaque coup de fouet, et votre peau frissonne, vous rappelant que même si la punition cherchait à infliger une douleur maximale, elle n'allait pas jusqu'à la mort pure et simple, c'était généralement le cas. À la crucifixion ou à la damnatio ad bestia. Les historiens débattent encore pour savoir si l'objectif principal était de dissuader le crime ou simplement de nourrir le goût populaire pour la violence débridée. Alors que le bourreau ajuste le manche du flagrum, vous remarquez quelque chose de curieux dans un coin de l'arène, un petit hôtel improvisé, avec des herbes aromatiques et une branche de laurier. Certains auteurs légèrement excentriques suggèrent que, dans certaines provinces, les officiers rendaient hommage aux dieux domestiques avant de commencer la flagellation, dans une tentative superstitieuse de garder la lame et le cuir paisible, une idée qui, avance, ne convainc même pas le bourreau le plus superstitieux. Vous aspirez lentement, laissant le doux bourdonnement du ventilateur remplir vos oreilles, presque comme une bande-son de spa déséquilibrée. Le deuxième coup de fouet résonne, déchirant des morceaux de tissu et brûlant de la chair crue, et votre esprit aussi entre l'horreur et une impulsion presque morbide de curiosité historique. Saviez-vous qu'à Pompéi, on rapportait que les visiteurs payaient leur entrée juste pour observer des punitions mineures? Un véritable tourisme de la tragédie, avant même l'existence des blogs de voyage. Le condamné, déjà marqué par plusieurs kélidlas, les marques du flagrum, sautait après le 5e coup de fouet, mais le bourreau ne s'arrête pas. C'est presque comme regarder une très longue série télévisée où chaque épisode est plus brutal que le précédent, vous ne pouvez pas le quitter des yeux, même si vous êtes sûr que vous le regretterez plus tard. 3 blagues légères vous viennent à l'esprit. Qui aurait cru que les sifflets à esprit romain utilisaient des fouets au lieu de cloches? Si le roman, d'entraide, existait, comment gérer le SSPT du haut coup du lapin, serait un best-seller. Et, bien sûr, flogging sera, don de peau pour les amateurs de mode boutique. Lorsque le bourreau donne enfin le signal d'arrêt, le condamné peut à peine se tenir debout, son corps tout entier est un tapis rouge vif. La foule applaudit, comme par réflexe, et applaudit le spectacle de la douleur, comme s'il s'agissait d'une performance d'acrobatie maritime, mais sans la partie des dauphins. Vous ressentez une oppression dans la poitrine, vous rappelant que malgré le ton sarcastique que vous essayez de maintenir, ce qui se passe est de la pure terreur. Et pourtant, le public continue de parler de qui gagnerait un combat de coq parce qu'après tout, la vie continue, même quand quelqu'un est sur le point de mourir pour une dose de justice. Vous reprenez votre souffle, appuyé contre une bouche abandonnée près de l'entrée de l'arène. Le sable sous vos pieds vibre encore des derniers coups de fouet. C'est un moment de réflexion rapide, la flagellation publique était perçue comme une mesure corrective et exemplaire, mais elle suscitait également la compassion chez les spectateurs plus légers. Les historiens se demandent encore si le flagrum représentait un équilibre entre punition physique et spectacle moral, la foule ressent-elle des remords ou simplement une soif de divertissement? Alors que vous vous éloignez, sentant le cuir repousser la sueur qui coule sur vos tempes, vous remarquez une tache sombre dans un coin, peut-être du vieux sang, peut-être de la boue, ou juste une ombre. Vous soupirez, ajustez la couverture sur vos jambes et vous préparez pour la prochaine étape de cette tournée macabre, la damnatio ad bestia, où les griffes et les crocs remplacent le flagrum. Et en regardant derrière, fait une dernière blague sarcastique juste pour détendre l'atmosphère, et, au moins ce n'était pas un impact d'oiseau aujourd'hui. Vous vous souvenez de ça, vu de là-bas? Vous vous approchez d'un portail en fer renforcé, où le craquement mystérieux fait ramper la peau de vos bras et ce n'est pas seulement à cause du froid. À l'intérieur, 13 bêtes affamées rugissent d'une voix basse qui semble faire vibrer vos tympans, comme une ligne de basse ASMR sans fin. Vous poussez un soupir retenu, repoussez une mèche de cheveux coulée à votre front et pensez, au moins, ce n'est pas encore un sauna de boue toxique. Alors rappelez-vous la dernière fois où nous avons vu des fouets voler, ce flagrum mortel qui a laissé tout le monde sous le choc. Désormais, les armes sont les griffes, les crocs et les astas sauvages. Tout d'abord, un fait historique majeur, la damnatio ad bestia est devenue partie intégrante des spectacles romains dès le IIe siècle après JC, devenant un élément central de la programmation du Colisée et des amphithéâtres provinciaux pour punir les criminels, les prisonniers de guerre et les chrétiens. De nombreux rapports indiquent que Custodius, le célèbre éditeur d'arènes d'Alexandrie, a forgé des spectacles spécifiques pour les lions africains nés d'Égypte. Les historiens débattent encore de la question de savoir si l'objectif était purement la vengeance ou une méthode de contrôle social par la terreur publique. Vous regardez, fasciné et terrifié, l'exécuteur donnait l'ordre. Une lourde grille métallique coulisse sur le côté, révélant un paysage beau où chaque pas pourrait être le dernier de quelqu'un. Les bêtes sont diverses, des panthères ont un regard ravissant, des ours immenses dont le rugissement fait trembler le sol, voire des tigres cosmopolites importés d'Asie mineure, c'est du moins ce que disent les chroniqueurs les plus dramatiques.
Vous avalez difficilement et votre gorge ressemble à un désert. 3 blagues légères vous viennent à l'esprit, juste pour détendre l'atmosphère. A. J'espère que personne n'a oublié le popcorn. 2. Est-ce qu'ils vendent de la glace par ici? Et 3. Quelqu'un a-t-il pensé à prendre une collation avant le rugissement final? Alors que les chaînes s'entrechoquent et que les pattes s'enfoncent dans le sol, un détail marginal attire votre attention. Dans certaines provinces reculées, des fonctionnaires romains scellaient de petites inscriptions en cuir à l'intérieur de la cage, décrivant de supposés sorts qui rendraient les bêtes plus dociles, un vestige de superstition populaire qui confine à l'absurde. Cette curiosité pécheresse semble inutile à côté de la réalité unie des bouses que vous voyez maintenant, poissons attaqués se mélangeant à la saleté, créant une mosaïque macabre comparable à n'importe quelle œuvre d'art expressionniste. Ou s'agit-il d'un manifeste sur la cruauté humaine? Le premier condamné est poussé dans la cage. Il trébuche, grimace et tente d'arrêter la panique en râlant. Vous sentez votre cœur s'emballer et pendant une seconde, vous pensez à faire demi-tour et à fuir par où vous êtes venu. Mais la curiosité historique vous pousse à aller de l'avant. Un rugissement de colère traverse l'air alors qu'un lion ouvre ses mâchoires colossales, révélant des crocs convoités par tout dentiste moderne. Le condamné s'éloigne en zigzag, essayant de dérouter le félin affamé, mais cela ressemble plus à une danse maladroite qu'à une évasion stratégique. Vous retenez votre souffle tandis que la panthère se précipite, élégante et mortelle, abattant le malheureux homme d'un bond précis. Le public invisible à l'intérieur à votre esprit rejoue le bourdonnement des applaudissements et les cris d'excitation et ignore le cri d'agonie, car la scène fait partie du spectacle. Vous remarquez que le sol vibre lorsqu'un autre condamné entre, attaché à une colonne basse, incapable de s'échapper. Les historiens se demandent encore si ces prisonniers ont eu une chance minimale de défense ou s'ils ont été simplement présentés comme des sacrifices, un débat qui divise les chercheurs entre les facultés d'histoire romaine et de théologie morale. Pendant ce temps, un ours s'approche lentement, examinant chaque centimètre du corps du condamné, comme s'il choisissait la meilleure façon de commencer le festin. Vous sentez l'odeur incomparable de l'animal sauvage mêlée à l'odeur métallique du sang frais. La sensation est si intense qu'on la confond presque avec l'arôme d'un barbecue haut de gamme. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'il n'y a aucun assaisonnement, juste de l'horreur brute. Son estomac se soulève après quelques repas lorsqu'un cri sourd résonne dans la cage. Vous faites une blague interne, si demain quelqu'un me demande pourquoi j'ai des insomnies, je connais déjà la réponse. Puis, si j'avais apporté de la musique, peut-être qu'un pot de jazz doux aurait couvert tout ce bruit. Et, bien sûr, la troisième, quelqu'un vend des souvenirs d'ici? Peut-être de la fourrure de panthère, qui sait? Ces blagues légères servent de soupape de sécurité, empêchant la tension de dégénérer en panique totale. Dans un coin presque oublié, vous remarquez un tas d'ossements propres, empilés comme les marches d'un escalier macabre. Marginal macabre, on dit que les criminels mineurs étaient soumis à une damnation ad bestia symbolique, avec des animaux domestiques comme des cochons et des moutons, pour adoucir le spectacle un curieux écho de pitié déguisé. Vous froncez les sourcils, vous rappelant que la frontière entre la punition et le divertissement était si mince qu'elle ressemblait presque à une émission de télé-réalité perverse. Soudain, un lion rugit juste derrière vous. En fait, il s'agit simplement de votre ventilateur oscillant dans le coin, mais l'illusion est effrayante. Vous respirez lentement, appuyé contre la balustrade froide, essayant de comprendre à quel point cette punition était stylisée et pourtant sauvage. Il est impossible de ne pas se demander jusqu'où les êtres humains peuvent aller au nom de la justice ou du plaisir macabre. Les historiens débattent encore de la question de savoir si le public romain a perçu ces événements comme une absolution morale ou simplement comme un spectacle viscéral du pouvoir de l'État. Lorsque la porte se ferme, vous ressentez un mélange de soulagement et de malaise. La cage se vide, l'odeur persiste et vous fixez les barreaux, imaginant les prochaines bêtes qui rôdent. Vous prenez une gorgée de votre boisson chaude, laissez le doux bourdonnement du ventilateur embrasser vos pensées et vous préparez au prochain acte d'horreur, la crucifixion impitoyable, où la croix est à la fois un instrument de torture et un symbole de peur collective. Après tout, le spectacle continue et toi, mon ami, tu es toujours dans le public. Vous avancez dans un couloir étroit, où l'odeur âcre de la ferraille se mêle à la poussière crayeuse qui clapote sous vos pieds. Chaque pas résonne, comme si les murex même murmuraient les secrets d'une douleur ancienne. Devant vous, vous voyez la silhouette solitaire d'un condamné debout contre une croix grossière en bois d'olivier, les branches encore humides se balançant légèrement dans la brise, comme des doigts affamés à la recherche de chair. Vous avalez difficilement et pensez, au moins, je n'aurai pas à monter ça dans Final Cut Pro plus tard. Le lot au marteau est dans la main de l'officier romain, brillant au soleil couchant. Il tient un clou en fer forgé, le genre dont la tête est suffisamment large pour l'empêcher de baisser mais suffisamment pointue pour percer l'os. Les historiens confirment qu'à partir du 1er siècle après JC, la crucifixion est devenue une méthode officiellement sanctionnée pour les esclaves et les rebelles, utilisée en masse par Pilate en Judée et dans plusieurs rébellions d'esclaves,
comme celle de Spartacus en 73 avant JC. Fait historique dominant. Les historiens débattent encore pour savoir si la crucifixion était avant tout destinée à être une punition exemplaire ou plutôt une forme d'exécution lente visant à maximiser la terreur publique. Vous sentez le vent changer lorsque l'interprète lève le marteau. Le condamné serre les dents, les yeux mi-clos, tandis que l'officier vise son poignet. Le bruit métallique résonne à travers la scène, et un bruit sourd et sec annonce le clou perçant la chair. Vous sentez la réverbération dans votre estomac, comme si le son essayait de s'échapper par votre épiglotte. 3 pensées ludiques vous viennent à l'esprit. Je devrais peut-être vérifier mon assurance vie avant de quitter la maison. Je me demande si le gars qui a inventé cette croix aimait la menuiserie ou la torture. Si j'avais un sponsoring de coussin, il serait parfait pour amortir cet impact. Alors que le condamné est hissé, le grassement des cordes crépite comme une araignée dansant sur ses toiles. La croix repose sur un support en pierre, encastré dans le sol comme un totem d'agonie. Détail curieux et marginal, certains manuscrits apocryphes suggèrent que certains bourreaux, chrétiens secrètement pieux, ognaient le bois d'huile parfumé avant de le fixer, pour tenter d'épargner au condamné l'odeur insupportable de la sève brute ou une fantaisie aussi douce que controversée. Vous levez les yeux et remarquez que le corps se balance légèrement, les pieds fermement cloués avec un autre clou, forçant le condamné à retenir son souffle dans une agonie permanente. La brise porte le bruit lointain du martèlement des ouvriers du bâtiment. Les ingénieurs romains agrandissent constamment les structures pour accueillir davantage de spectateurs. Vous prenez une grande inspiration, sentez la résine et la terre sèche, et vous vous souvenez de l'époque où l'on parlait dans la salle de bain du genre, que diriez-vous d'un tutoriel DIY pour des croix portables? 3 blagues fuses, le crossfit est moins douloureux maintenant. Les mots croisés seraient plus faciles que ce puzzle douloureux. Est-ce qu'ils vendent des cheers? Je suis un martyr pour la première fois, comme souvenir. La respiration du condamné devient courte, chaque mouvement arrache le clou avec un grincement angoissant, alimentant une danse de douleur qui semble durer des heures, même si ce n'est que quelques minutes. La foule invisible qui vous entoure murmure sur des tons allant de l'étonnement aux applaudissements retenus. Vous sentez votre peau picoter, comme si vous étiez celui qui était enfoncé par des clous en une empathie involontaire si forte qu'elle vous fait presque détourner le regard. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les victimes recevaient de l'alcool mélangé à de la myrrhe avant d'être clouées, une supposée anesthésie médiévale, mais les preuves archéologiques ne sont toujours pas concluantes. Dans un coin, on peut voir un petit bol de vin dilué, laissé au pied de la croix ou peut-être une offrande de pitié, peut-être une partie d'un rituel de compassion mal compris. Vous froncez les sourcils, vous rappelant que les mêmes personnes qui louaient la discipline militaire pouvaient, en un instant, atteindre la dernière gorgée d'humanité. La crucifixion continue son cours, chaque jade est étranglé par sa propre gravité, tandis que le condamné peine à parler, brûlant ses propres cordes vocales avec des mots qui n'atteignent pas ses oreilles. Vous retenez votre souffle, écoutant le grincement des clous et le crépitement de la myrrhe brûlante. Dans un élan pour apaiser la tension, vous imaginez une bande sonore, peut-être un ASMR de feuilles sèches, quelque chose pour adoucir la brutalité. Lorsque l'officier donne enfin le signal final, le corps est laissé à l'abandon, rappel silencieux du pouvoir et de la douleur. Vous faites un pas en arrière, sentant votre poitrine se serrer, mais vous gardez un ton sarcastique, eh bien, au moins, nous n'avons pas eu de barbecue de panthère aujourd'hui et pas encore. Son esprit anticipe déjà le prochain acte de terreur, le sac de malédiction, ou la loi le punit dans un sac, mais c'est un sujet pour plus tard. Vous soupirez, ajustez la couverture et laissez le doux bourdonnement du ventilateur vous emporter un instant. La croix solitaire se détache sur le ciel rouge, marque silencieuse d'un système qui a voulu graver ses règles sur la chair. Les historiens débattent encore de la mesure dans laquelle le symbolisme religieux ultérieur a déformé la nature initialement prophylactique de cette punition impériale. Vous détournez le visage, prenez une gorgée de votre boisson chaude et vous vous préparez à marcher vers la prochaine scène de cauchemar, la péninsule, le sac maudit qui vous attend. Même si votre cœur bat la chamade, vous savez qu'il reste encore un long chemin à parcourir et que le voyage ne fait que commencer. Vous vous éloignez de la croix, vos pas résonnant tandis que le poids de ce dont vous venez d'être témoin vous coupe le souffle, et bientôt vous apercevez un sac de lin rigaud à côté d'un petit bateau ancré dans la rivière trouble. Le lin est rigaud contre votre peau et le doux balancement des vagues produit à son apaisant, mais ne vous y trompez pas, vous ne ferez probablement pas la sieste lorsque vous découvrirez ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac. Vous plongez plus profondément dans le scénario, le rituel macabre de Péninsule, où les parents filicides étaient cousus vivants dans un sac avec une série d'objets symboliques et jetés dans la rivière. Les Romains croyaient que la punition ultime pour un parricide exigeait non seulement la mort, mais une humiliation suprême, le privant du droit de toucher le sol ancestral. Les historiens confirment que, depuis la loi des 12 tables, vers 450 avenue JC, la péninsule était spécifiquement prévue pour ceux qui commettaient un filicide, devenant l'un des exemples les plus terribles de la justice romaine.
Les historiens débattent encore pour savoir si l'inclusion de certains animaux et objets dans le sac avait une fonction rituelle ou augmentait simplement le tourment psychologique du condamné. Vous vous approchez du sac en regardant attentivement les objets qui seront scellés avec le père criminel, traditionnellement, un singe capricieux pour représenter la folie, une vipère dont les mouvements sinueux rappellent les trahisons familiales, et un chien féroce, symbole d'une vigilance implacable. Certains auteurs légèrement excentriques suggèrent qu'ils ont également fait répéter par un perroquet les dernières lamentations du condamné, bien que les preuves soient rares et pleines de lacunes. Vous sentez un frisson vous parcourir le dos, imaginez le bourdonnement venimeux de la vipère et les aboiements hystériques du chien mêlés aux cris humains est effrayant. Le bourreau scelle le sac avec d'épaisses cordes de chanvre, chaque nœud serré résonnant dans le silence du quai. Vous remarquez le grincement des cordes, l'odeur du sel et de l'argile et le bruissement des plumes du perroquet ou est simplement le vent. Un détail curieux, on raconte que des magistrats auraient remplacé le singe par un perroquet pour effrayer les vrais prédateurs pendant la traversée du fleuve, dans un mélange de superstition et de pragmatisme qui laisse perplexe tout historien. Vous regardez la scène alors que le bateau commence lentement à s'éloigner, transportant le sac flottant sur les eaux sombres. La tension monte à mesure que le bateau traverse le milieu de la rivière, et vous réalisez que pour le condamné, chaque ondulation était un dernier coup de désespoir. Les historiens débattent encore pour savoir si ces sacs ont été coulés au fond ou laissés à flotter jusqu'à ce que le corps fasse surface, l'exposant ainsi aux oiseaux affamés et révélant son déshonneur public. Un frisson vous parcourt le corps lorsque le navire atteint le courant principal et que le sac plonge finalement sous l'eau avec un bruit sourd. On peut imaginer les yeux du condamné se remplir de panique tandis que l'eau froide remplit le sac, neutralisant le bruit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le claquement des cordes contre le tissu trempé. 3 blagues légères vous viennent à l'esprit pour apaiser la tension. J'espère qu'il a apporté un tuba. Je me demande si le perroquet a appris à nager en premier. Et c'est la pire chute de bateau de l'histoire. En regardant les rames aller et venir, on se souvient que dans certaines provinces pauvres, la rivière était remplacée par un puits profond, où personne n'osait descendre pour récupérer le sac, laissant le condamné piégé dans un tombeau hydraulique. Une touche sombre et marginale qui fait frissonner. Vous prenez une profonde inspiration, repoussant l'image des voix étouffées sous l'eau, et sentez le doux bourdonnement du ventilateur revenir au centre de vos sens. Vous vous éloignez du bateau, ajustez la couverture et laissez le bruit régulier du ventilateur prendre le dessus sur vos préoccupations momentanées. La nuit est encore jeune et le voyage à travers les étranges punitions de l'homme continue. Devant vous, le prochain acte vous attend, la décimation militaire, là où la cohésion même de l'armée entre dans le champ de la terreur systémique. Préparez-vous, car la discipline romaine est implacable et vous commencez à ressentir des frissons dans le dos. Vous traversez un champ ravagé, où l'herbe desséchée craque sous vos pieds comme des dents fatiguées, et où le vent transporte des odeurs d'argile humide et d'eau fer, rappelant les spectacles passés dont vous avez été témoin vous souvenant du flagrum et du sac de lin se balançant au-dessus de la rivière, ce rituel morbide de la pénaculée. Devant lui, des lignes maladroites de légionnaires se forment. Un visage sur 10 pâlit tandis que le chef lève la main et compte à voix haute, 1, 2, 3. Vous vous murmurez, je me demande s'ils ont utilisé de la crème solaire à base de crottes de crocodile aujourd'hui. Mais il n'y a pas de temps pour cela, car la décimation est sur le point de commencer. L'histoire raconte qu'à partir du 1er siècle avant JC, des généraux comme Marcus Licinius Crassus ont eu recours à la décimation pour rétablir la discipline dans des unités entières après des rébellions et des désertions pendant les guerres civiles, un fait historique courant qui fait froid dans le dos. Pour chaque 10e soldat sélectionné, le reste du groupe manie des gourdins ou des lances improvisées et exécute les lieux, dans un spectacle mêlant par collective et auto-exécration. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette pratique sauvage était un moyen de dissuasion efficace ou simplement un acte symbolique de terreur d'État. Vous regardez un jeune légionnaire siroter de l'eau dans une outre fissurée, les yeux fixés dans le vide, conscient que son sort pourrait dépendre d'un seul chiffre. La tension dans l'air est si épaisse qu'elle forme un brouillard invisible dont on pourrait jurer qu'il a le goût de s'agorger de téchou. Plutôt le doux bourdonnement du ventilateur résonne encore, essayant de vous rappeler que vous êtes dans le présent. 3 blagues me viennent à l'esprit pour atténuer momentanément l'horreur. Décimation, la version romaine de la roulette russe, avec des instructions détaillées, vendit des assurances-vie avec une couverture, loterie militaire. Et, imaginez le recrutement, rejoignez-nous, nous apportons de l'excitation et du suspense. Au son des numéros appelés, vous sentez votre pouls battre dans vos oreilles. Lorsque le X apparaît enfin, un jeune soldat titube, le visage pâle, et tombe à genoux dans la boue détrempée. Vous voyez l'herbe glisser sur l'uniforme usé, et le vent soulève de minuscules particules de saleté qui brillent comme des étoiles mortes dans la lumière grise. La foule invisible semble laisser échapper un soupir collectif, un murmure mêlant pitié et curiosité sadique. Vous serrez les dents, serrant la couverture autour de vos épaules, essayant de contenir le tremblement qui veut envahir tout votre corps.
Alors que le groupe choisit des bâtons et des lances improvisées, on remarque un détail marginal. Dans certaines légions loin des frontières, on disait que les officiers remplaçaient les bâtons par des branches d'olivier, dans une ironie macabre qui honorait la tradition romaine. D'autres ont opté pour des armes anciennes récupérées sur des armes de désertion pour accentuer le symbolisme de la punition. C'est un curieux écho de pitié déguisé qui vous fait froncer les sourcils. Les historiens continuent, on peut se demander si ces variantes régionales représentaient une tentative d'atténuer la cruauté ou simplement une terreur psychologique accrue. Le jeune homme choisi soupire profondément, fixant la poignée de collègues penchés sur lui, chacun avec une expression partagée entre la répulsion et le devoir. Vous sentez le vent bruisser dans vos cheveux, mêlant l'odeur de la sueur militaire à des notes de feuilles sèches, un arôme d'oxamé qui fait voyager brièvement votre esprit vers cette péninsule où le perroquet attendait de répéter les lamentations humaines. Vous fermez les yeux un instant, pensant qu'au moins il n'y a pas de vipère à suivre ici. Lorsque le premier coup tombe, un craquement son résonne comme un battement de tambour funéraire. Le corps du soldat tremble, son visage s'attore et un cri étouffé s'échappe avant qu'il ne tombe complètement inerte. Vous restez figé, sentant le sol vibrer sous le choc collectif, et vous pensez, qui aurait cru que la coercition de groupe serait si démocratique? La troisième blague acerbe se forme, c'est le le plus mortel que vous prendrez jamais. Le cœur de craquement continue jusqu'à ce que chaque centième soldat sur deux soit exécuté, un par un, avec une précision terrifiante. Vous regardez les massacres des légionnaires, leurs lances luisantes de sueur et de boue, et vous murmurez doucement, même le carnaval romain n'était pas aussi sanglant. Les historiens débattent encore pour savoir si la décimation était réellement appliquée fréquemment ou si elle restait davantage une peur vénérée qu'une pratique régulière. Lorsque le massacre prend fin, un long silence s'installe, comme si le monde entier retenait son souffle. Les survivants baissent leurs armes, certains vomissent, d'autres s'éloignent en titubant, le regard vide. Vous voyez le chef de la Légion tendre la main pour aider le dernier homme à se relever, un geste qui mêle compassion et autorité incontestable. C'est la discipline romaine dans sa forme la plus extrême, où le collectif a besoin d'écraser une partie de lui-même pour se renforcer. Vous faites quelques pas en arrière, le cœur toujours battant, et vous vous confirmez que, aussi bizarre que cela puisse paraître, la décimation a fonctionné comme une injection mortelle de peur et de respect. Vous ajustez la couverture et laissez le bruit régulier du ventilateur reprendre le contrôle de votre attention, adoucissant le champ de bataille dont vous venez d'être témoin. Vous poussez un lourd soupir et vous vous préparez à marcher en avant, vers le prochain martyr, l'exil humiliant, où la mort lente de l'honneur précède toute douleur physique. Vous vous éloignez de la poussière de la décimation, en marchant sur un chemin bordé de cyprès tordus dont les feuilles murmurent les secrets des adieux. L'air ici est sec, mêlant l'odeur terreuse des racines exposées à l'odeur salée qui vient de la mer toute proche, une combinaison qui rappelle ce jour où nous avons parlé de l'odeur de la boue toxique, mais en moins toxique. Devant lui, un parchemin scelle les portes ses derniers ordres, l'exil. Vous avalez difficilement, conscient que dans cette punition, la blessure la plus profonde n'est pas physique, mais palpite dans l'âme. Depuis la République romaine, l'exil d'un citoyen était considéré comme une alternative à la mort, décrétée par le Sénat ou par des magistrats spéciaux à un fait historique courant qui témoigne de la valeur que les Romains accordaient à la citoyenneté. Vous ouvrez le sceau Élysée, Guerra Insula, sine qua, sine auxilio. L'Illégienne de Diaon, connue pour abriter des condamnés politiques, offre avant mordant, des sources rares et rien d'autre que des rochers acérés pour compagnie. Les historiens débattent encore de la question de savoir si l'exil avait pour but de réutiliser la mare dans les limites de l'Empire ou simplement de punir un isolement extrême. En débarquant, vous sentez la brise s'aller fouetter votre peau, déjà desséchée par le soleil couchant, crépitant comme du papier sulfurisé. Chaque pas résonne sur la crête des pierres, et tu te souviens du craquement des cordes dans la péninsule, quand le père meurtrier fut roulé vivant dans un sac où aujourd'hui tu portes la tristesse au lieu du lait. Un grain de sable fin se colle à votre main, rappel persistant que, ici, personne ne viendra laver votre douleur. 3 blagues me viennent à l'esprit pour apaiser votre cœur, l'exil, l'Airbnb le moins populaire de la Méditerranée, j'espère que le paiement est flexible, et, au moins, je n'ai pas besoin de donner à pourboire au batelier aujourd'hui. Vous regardez l'horizon, là où le soleil plonge dans la mer, rendant tout doré. Les historiens mentionnent que, dans certains cas, les exilés étaient autorisés à conserver des lettres limitées pour demander de la nourriture à leur famille à Rome, mais les preuves archéologiques indiquent des variations considérables dans ce droit, un débat qui anime encore les discussions universitaires. Vous enfilez le manteau que vous portiez et testez le tissu rideau contre votre cou, pensant que dormir sur cette île nécessiterait l'endurance d'un soldat et la patience d'un moine. Alors qu'il se dirige vers sa tombe de fortune, il remarque une série de piquets marqués d'inscriptions qui indiquent les noms des exilés précédents, dont certains ont été oubliés à ce jour. Détail marginal, on raconte que certains sénateurs exilés auraient pas ces piquets de symboles familiaux, espérant qu'un jour la mer leur apporterait le sang en guise d'hommage,
une superstition qui confine à la poésie tragique. Vous soupirez en vous rappelant que, dans le sac maudit, le perroquet répétait les cris. Ici, vous n'aurez que l'écho du vent et vos propres souvenirs à répéter. Quand la nuit tombe, le froid envahit ses os, contrastant avec la chaleur rationnelle qui consumait son corps dans le Colisée. Vous allumez une petite torche, son faisceau vacillant, projetant de longues ombres sur les rochers onduleux. Le doux son du ventilateur dans votre maison ressemble à une trompette triomphante comparée au sifflement constant du vent grec. Vous vous enveloppez dans la couverture, ressentant le poids de la solitude, mais au moins ici, il n'y a pas de public pour applaudir votre humiliation. 3 blagues légères me viennent à l'esprit en regardant les flammes, l'exil, ce régime de solitude que je ne recommande jamais, qui a besoin d'une plage quand on a des rochers pointus. Et, peut-être qu'il est temps d'ouvrir un spa coupe-vent. Ces blagues nerveuses agissent comme un baume, vous empêchant de vous perdre complètement dans le désespoir. Mais bientôt la poussière retombe et la réalité reprend le dessus. Vous laissez vos pensées vagabonder vers les visages familiers de Rome, amis, ennemis, peut-être ce voisin ennuyeux qui garde de la crème solaire à base de crottes de crocodile dans son placard. Les historiens débattent encore pour savoir si l'exil a favorisé un véritable repentir ou s'il a simplement alimenté le ressentiment loin des couloirs du pouvoir. Vous vous demandez quel serait le poids le plus lourd, la chaîne de fer à votre poignet ou la chaîne invisible de l'ostracisme. Dans le silence glacial, vous fermez les yeux et essayez de vous souvenir de la chaleur lointaine du Colisée, des cris étouffés par le rugissement des bêtes, des craquements des fouets et du claquement des clous. Chaque souvenir semble être un fragment d'un mauvais rêve qui persiste à se répéter. Vous respirez lentement, sentant votre cœur battre au rythme régulier du ventilateur, un doux rappel que peu importe la distance qui vous sépare, vous vivez toujours dans le présent. Alors que la lune émerge de derrière les nuages, baignant le camp d'argent spectral, vous prenez une gorgée de votre boisson thermiquement ralentie, laissant les goûts sucrés et amers se mêler. Vous murmurez, presque pour vous-même, l'exil est une punition silencieuse où le public est son propre reflet dans l'obscurité. Les historiens dilatent encore pour savoir si cette forme de punition a créé des héros ou des martyrs politiques, mais vous savez qu'ici et maintenant, elle n'est qu'un invité indésirable dans votre propre vie. Vous ajustez la couverture autour de vos épaules, fermez les yeux et, tandis que le vent compose sa chanson monotone, vous vous préparez pour l'acte suivant, les bottes de fer à clous, où chaque pas est une danse de douleur. Et, entre un soupir et un autre, tu souris avec une douce ironie, demain, au moins, je n'aurai pas à compter les os empilés ni les perroquets répétant des complaintes. Vous traversez une cour en pierre froide et humide, où le clair de lune déchire les nuages en rayons pâles qui se reflètent sur le métal comme des balises sur une mer de pierre. Au centre, les prisonniers sont alignés, chacun portant une paire de Kelliga claviers ou de lourdes bottes de fer cloutées à l'intérieur et à l'extérieur de pointes acérées qui ressemblent à des fesses de porc prêtes pour un combat de rue. Vous avalez difficilement, sentez votre estomac se retourner et pensez, au moins, ce n'est pas une séance de yoga dans la boue toxique et comestible. Ces bottes de fer remontent au début de l'Empire, lorsque les dirigeants cherchaient des méthodes de dissuasion qui laisseraient des marques indélébiles à la fois sur le corps et dans la mémoire collective, un fait historique majeur attesté par des inscriptions du 1er siècle après JC. On trouve des mentions de prisonniers de guerre qui, après la défaite, furent contraints de marcher avec des chaussures à crampons jusqu'à ce qu'ils abandonnent la marche. Les historiens débattent encore pour savoir si l'intention était plutôt punitive ou si elle servait à délimiter le territoire, empêchant les fugitifs de revenir dans la ville. Vous regardez un homme boiter, traînant les pieds comme un fer à inertie, tandis que de petites gouttes de sang coulent sur la pierre et se mélangent à la mousse sur le sol. Les craquements métalliques résonnent comme des chaînes lointaines, et vous sentez les poils de vos bras se dresser, vous souvenant du son strident des cordes serrant le cèdre de la péninsule. 3 blagues émergent pour apaiser la tension, ces bottes ont plus de crampons qu'un rock'n'roller allemand, est-ce que quelqu'un vend des semelles en mousse pour aider à cela? Et, le crossfit romain inclurait le marathon à crampons, comme modalité extrême. Au fur et à mesure que le défilé brutal des prisonniers progresse, on remarque un détail curieux et marginal, certaines versions populaires suggèrent que, dans certaines colonies d'Afrique du Nord, les officiers remplaçaient les clous ordinaires par des morceaux d'os de chameau, soi-disant aiguisés comme des lames de rasoir, une idée macabre qui vous fait remettre en question la santé mentale collective de l'époque. Vous frissonnez et laissez échapper un léger soupir, laissant le bourdonnement du ventilateur remplir vos sens et essayer de masquer le grincement aigu. Vous vous trouvez à côté d'un lit d'herbes aromatiques disposé en petits monticules, de la lavande, du romarin et une herbe appelée silphium, utilisée comme contraceptif et assaisonnement, aujourd'hui reléguée aux oubliettes. Avant de mettre les bottes, le condamné était obligé de marcher sur ces herbes, dans un geste que certains marginalistes associent à une purification de la douleur, bien qu'il ne s'agisse que d'une superstition folklorique qui laisserait perplexe tout archéologue. Les historiens se demandent encore si ce rite de passage avait pour but d'apporter un certain réconfort symbolique ou simplement de renforcer la transition du statut de criminel à celui d'objet de spectacle.
la première paire de bottes est placée au pied d'un cerf affranchi qui a abusé de sa position pour extorquer de l'argent. Le grincement des ongles perçant le cuir résonne comme une musique dissonante. Vous avez envie de fermer les yeux, mais vous restez immobile, observant chaque étape au ralenti dans votre esprit. Les bottes pèsent plus qu'une amphore pleine d'huile d'olive, ce qui oblige le prisonnier à se pencher en signe de révérence forcée. Son regard croise celui de l'homme, un mélange de désespoir et de résignation, un éclair qui traverse son esprit comme un rayon de réalité. Vous prenez du recul, ajustez la couverture et essayez de vous concentrer sur le parfum des herbes, qui oscille entre les notes douces et amères, un rappel sensoriel que le corps humain recherche du réconfort même dans les pires moments. Souvenez-vous de votre exil sur l'île d'Odiaron, où le vent mordant se mêlait au sel de la mer et vous volait toute sensation de chaleur. Ici, c'est le métal froid qui domine chaque nerf. Alors que le condamné commence à marcher, on sent la tension monter. Chaque pas est un coup de poignard dans la voûte plantaire, chaque foulure de cheville un marathon d'agonie. Vous pensez, ce doit être le pire défilé de mode que la Fashion Week de Rome ait jamais vu. Et pourtant, il ne peut pas la quitter des yeux, la fascination morbide est un carburant aussi puissant que n'importe quelle flamme de torche dans le Colisée. Vous vous rapprochez pour mieux entendre le craquement. Le son est comme une conversation entre le métal et le cuir. Les bottes absorbent chaque goutte de sang, se transformant en une mosaïque cruelle qui pave le chemin du prisonnier. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les inspecteurs militaires ont enregistré la durée exacte de la peine de chaque condamné ou une sorte de record d'endurance, qui, s'il était documenté, servirait d'avertissement officiel. Vous riez intérieurement, imaginez publier ceci dans les tabloïds romains, un homme tient 3 heures avec des bottes à crampons. Pendant ce temps, un officier verse lentement du vin rouge sur ses bottes, un liquide qui, selon certaines sources exotiques, aide à prévenir les infections, et du moins c'est ce que prétendent les médecins militaires les plus charlatans. Cette salle de bain avare ressemble davantage à une tentative de transformer la torture en rituel de vinification, une touche d'excentricité qui confine au comique et au tragique. Vous secouez la tête en pensant au nombre de sommeliers modernes qui aimeraient goûter ce maridage d'odeurs. Vous prenez du recul et inspirez profondément, laissant l'odeur du métal et du vin résonner dans votre palais imaginaire. Souvenez-vous de la flagellation publique, où la foule applaudissait les coups de fouet dans un spectacle presque chorégraphié. Il n'y a pas de public ici, mais la pratique a servi de leçon aux autres prisonniers, un public silencieux allié de peur. Le condamné hésite un instant, les visières tremblantes, avant d'avancer vers une ligne imaginaire tracée au sol. Chaque pas est une victoire contre la douleur, chaque tirage de la chaîne une conquête désespérée. Vous sentez votre propre cœur s'emballer, comme si vous marchiez, et vous lancez la 3e blague sarcastique. La prochaine fois que vous ferez de la marche urbaine, réfléchissez à 2 fois avant de vous plaindre de nos baskets confortables. Après quelques minutes de torture à pied, l'officier signale la fin du test. Les bottes sont retirées avec précaution chirurgicale, ou le plus près possible, compte tenu de l'état charnu qui s'accumule sur les lames. Vous regardez, nauséeux, la peau se découler en bande, révélant une chair fraîche, rose grisâtre, vibrante de douleur récente. Le condamné s'effondre, essoufflé, tandis qu'un autre se prépare à prendre sa place. La roue de la terreur tourne sans cesse. Vous reculez, sentez la couverture se resserrer contre vos genoux, et remarquez un éclair de compassion mêlé à la froideur nécessaire pour continuer. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les prisonniers survivants ont été autorisés à recevoir une quelconque attention médicale, par la suite, ou s'ils ont simplement été laissés saigner et guérir d'eux-mêmes, dans un autre acte de justice professionnelle. Vous laissez échapper un léger soupir en pensant au sac maudit et au bateau qui a glissé sur la rivière, maintenant apparemment lointain dans le passé. Vous prenez une gorgée de votre boisson chaude, laissez le doux bourdonnement du ventilateur reprendre le devant de la scène et vous vous préparez au prochain isolement public, l'infamie qui part des signes honteux pour exposer le visage du coupable. Après tout, le spectacle n'est pas encore terminé, et Rome trouve toujours de nouvelles façons de torturer où que ce soit le corps, l'âme ou la réputation. Vous vous éloignez des bottes ensanglantées et descendez une rue étroite de maisons délabrées, où le bruissement du feuillage se mêle au murmure des commérages des voisins. Devant lui se dresse le forum, non pas le majestueux centre commercial, mais l'espace où les condamnés recevaient leur étiquette de la honte, des tablettes publiques constellées de plaques de bronze dénonçant les crimes commis. Vous prenez une grande inspiration, sentez l'odeur amère de la rouille et de la poussière ancienne, et pensez, au moins, ce n'est pas de la boue toxique aujourd'hui. Juste de la honte. La pratique d'afficher des plaques d'infamie sur le forum remonte au 1er siècle avant J.C., lorsque Curtius Dentature reçut une inscription énumérant ses crimes de trahison, servant d'exemple à tout l'Empire, un fait historique majeur qui souligne la puissance symbolique de cette punition. Les historiens débattent encore pour savoir si l'objectif principal était la réhabilitation en forçant le condamné à reconnaître publiquement ses erreurs ou simplement un moyen de satisfaire la soif de scandale du peuple. Vous avancez jusqu'à la grande colonne où sont accrochées les tablettes et remarquez les inscriptions « Marcus Varinius »,
fraude dans les contrats militaires, confiscation de terres publiques, infamie éternius. L'encre noire contrastant avec le métal reflétant la lumière du soleil donne aux lettres une apparence vivante, tissant des conspirations dans votre esprit. 3 blagues émergent pour apaiser la tension. Je pense que ce type a besoin d'un bon rebranding. Qui a dit que la cancel culture était une invention moderne? Et, peut-être devrions-nous utiliser de vrais hashtags sur nos murs. En lisant, vous remarquerez un détail curieux. Dans certaines villes d'Asie mineure, les plaques étaient accompagnées de figures de cire représentant les condamnés dans une pose ridicule, portant des vêtements exagérés pour stimuler le ridicule populaire, un ajout marginal qui ressemble à un spin-off d'émission de télé-réalité. Vous riez intérieurement, imaginant la figure de cire posant comme un influenceur romain, tandis que vous sentez le doux bourdonnement du ventilateur s'élever au rythme de la bande sonore de votre voyage. Vous tendez la main pour toucher une des planches, mais vous hésitez lorsque vous réalisez que la surface est froide et rugueuse. Des sources anciennes affirment qu'à la fin de la journée, certains malfaiteurs étaient sommés d'embrasser le métal en signe de repentir, une humiliation rituelle qui laissait des marques physiques sur les lèvres, un détail qui fait froid dans le dos et vous fait vous demander jusqu'où allait la stigmatisation. Les historiens débattent encore pour savoir si ce baiser public faisait partie du rite d'expiation ou s'il s'agissait simplement d'une invention rhétorique de chroniqueurs moralistes. Le forum se remplit d'ombre tandis que les nuages couvrent le soleil, et vous voyez les passants pointer du doigt les plaques, faisant des commentaires à voix basse. Ce jugement collectif, silencieux mais implacable, blessa l'orgueil du condamné plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Vous pensez, imaginez si nous avions un mur de la honte sur Twitter de nos jours. Attendez, nous l'avons déjà. La 3e blague apparaît, ces Romains étaient des pionniers du harcèlement numérique, il ne manquait plus qu'à like dans leur malheur. En parcourant l'espace, vous trouvez un marchand vendant de petites miniatures en bronze des tablettes, comme souvenir de la honte des autres. On dit qu'ils étaient populaires auprès des gladiateurs et des sages qui voulaient se souvenir de leçons de morale, une contradiction délicieuse qui rend tu secoues la tête avec incrédulité. Le débat académique est à nouveau en plein essor, ces souvenirs ont-ils transformé la punition en un artefact de tourisme émotionnel? Les historiens se demandent encore si le commerce de l'infamie a banalisé ou renforcé le message punitif. Vous levez les yeux vers une silhouette debout à côté d'une statue de marbre, gardienne du sacré et du profane. La créature de pierre vous observe en silence, comme un juge impersonnel qui a vu des punitions de toutes sortes. Vous ressentez un frisson en vous souvenant du sac de malédiction flottant dans la rivière, des bêtes assoiffées dans l'amphithéâtre humain, des bottes de fer qui contiennent le mercure de la torture. Chaque pas dans cette arène de dérision tisse un nouveau fragment dans la tapisserie de terreur qui traverse l'Empire. Vous prenez une grande inspiration et marchez vers la sortie du forum, sentant votre conscience peser comme une toge mouillée. Les plaques d'infamie sont laissées derrière, mais le sentiment d'être observé et jugé reste gravé dans la peau. Alors que l'ombre de la statue s'étend sur le sol, vous faites une dernière blague chuchotée, peut-être que la prochaine punition sera un fil d'actualité personnalisé pour exposer votre historique de navigation. Et même avec le ton léger, on reconnaît la gravité du pouvoir symbolique qu'exerçait cette punition. Vous ajustez la couverture sur vos genoux et laissez le ventilateur chanter sa mélodie monotone, vous préparant au prochain spectacle sombre, la mystérieuse roue punitive, dont l'existence est entourée de doutes et de débats. Après tout, vous avez déjà parcouru la moitié de ce voyage, mais il reste encore de nombreuses pages sinistres à tourner. Vous vous éloignez du forum, les échos des railleries et des pancartes résonnant dans vos oreilles comme un murmure constant, et vous vous dirigez vers une rue latérale bordée d'étals vides de marchands disparus. Au bout de l'allée se dresse une structure circulaire en bois teinté, semblable à une grande roue dans un parc, mais sans musique, sans rire, juste le grincement des essieux lubrifiés avec de la vieille huile et l'arôme piquant de la résine mélangée à la poussière. Vous vous arrêtez, sentant votre corps vibrer d'une anticipation morbide, c'est la mystérieuse roue punitive. Malgré une mention rare dans les textes anciens, la rota torturée a été décrite dans les chroniques ultérieures comme un instrument permettant d'écraser les os et de tordre les membres dans un effort inhabituel de punition corporelle. Les historiens se demandent encore si une telle roue a jamais existé à Rome ou s'il s'agit simplement d'une légende médiévale qui a migré vers les récits de la Renaissance, alimentant les débats universitaires sur l'authenticité des documents et la continuité des pratiques barbares dans la transition vers le Moyen-Âge. Vous faites un pas prudent vers la plateforme circulaire, remarquant des gravures de chiffres romains le long du bord, peut-être des guides pour positionner les membres à des angles précis. Le centre abrite un mécanisme à manivelle qui, lorsqu'il est tourné, fait tourner la roue lentement, comme un carrousel cruel. Vous imaginez le bruit métallique des os qui craquent, mais à ce jour, il n'y en a pas. Des découvertes archéologiques confirment des blessures compatibles avec cette méthode, un détail marginal qui laisse l'histoire enveloppée d'un brouillard d'incertitude. Alors que le soleil couchant projette de longues ombres, la roue tourne silencieusement, révélant des supports rembourrés recouverts de cuir rideau, conçus pour accueillir les bras et les jambes. Vous vous agenouillez pour examiner les coussins, sentez la texture rugueuse sous vos doigts,
et vous vous souvenez de ce serviteur qui boitait à cause des bottes de fer ici, la souffrance serait si intense que la résistance physique deviendrait un spectacle précis. 3 blagues vous viennent à l'esprit pour apaiser la tension, c'est la seule roue de la fortune à éviter, peut-être qu'ils ont utilisé des pneus sans air pour plus de douleur, et quelqu'un avait besoin d'un bon alignement osseux aujourd'hui. Vous vous levez et remarquez une inscription effacée, ad ponam et exemplum, pour punition et exemple. Les mots résonnent dans sa poitrine, rappelant la devise gravée dans les tiers du Colisée. Vous prenez une profonde inspiration, remarquant l'odeur du vieux bois et de la rouille, et vous vous préparez à simuler le processus. Un condamné à mort à moitié nu est amené, les yeux écarquillés, et placé avec précaution sur les supports, les bras et les jambes étendus en croix inversée au-dessus de la roue. Le public invisible semble retenir son souffle. Un officier tourne la manivelle à un rythme délibéré, augmentant la vitesse jusqu'à ce que la roue commence à tourner avec un clic rythmique. Vous vous sentez étourdi, ce n'est pas seulement à cause de la vitesse, mais à cause de l'anticipation de l'impact. Chaque révolution dégage une odeur métallique, presque comme si les os étaient tordus, bien qu'il n'existe aucun rapport direct d'os déformés attribué à la rota torturée. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les chroniqueurs médiévaux ont conspiré. Des détails qui relèvent de la pure fantaisie sensationnaliste ou qui sont basés sur des pratiques païennes oubliées. Vous vous rapprochez pour mieux entendre le grincement de la roue qui tourne sur l'axe en bronze et remarquez que les bords sont dentelés, capables de se presser jusqu'à se casser. Le condamné laisse échapper un gémissement qui résonne dans l'air lourd, et son esprit cherche un point d'évasion ou peut-être un tutoriel sur comment démonter une roue punitive sans se blesser. Vous avez laissé échapper un rire nerveux, c'est donc ce qu'on appelait cours de spinning dans la Rome antique. Alors que le corps tendu du prisonnier lutte contre les contraintes, vous remarquez que certains officiers appliquent des compresses de vinaigre froid sur leurs poignets avant de tourner la roue, dans le but de réduire l'enfluré, peut-être, de prévenir une gangrène précoce, un autre détail marginal qui mélange soins médicaux et cruauté planifiée. Vous sentez le bourdonnement du ventilateur s'intensifier dans votre esprit, comme un cœur lointain qui insiste pour vous rappeler que tout cela est de l'histoire. Dans une certaine mesure. À chaque tour, le condamné halète, ses articulations craquent et on sent presque le claquement de ses tendons qui s'étirent. Les applaudissements se transforment en applaudissements silencieux, comme lors d'une flagellation publique, bien qu'ici l'horreur soit méticuleuse, presque mécanique. Les historiens débattent encore de la fréquence des rotas torturés, s'agissait-il d'une expérience isolée menée par des officiers rebelles ou d'une pratique répandue dans tout l'Empire? Le manque de preuves invite à l'imagination et à la peur. Vous reculez, ajustez la couverture et admirez le panorama complet, le condamné pris au piège, les ombres qui dansent autour. Les engrenages brillent dans les derniers rayons du soleil, tandis que vous remarquez une bouteille d'huile parfumée laissée à proximité, censée être un réconfort pour la peau déchirée, une cruelle antithèse rappelant le baume aromatique appliqué avant la crucifixion. La légèreté de l'odeur contraste avec la brutalité mécanique. À la fin du rituel, l'officier réduit progressivement la vitesse jusqu'à ce que la roue s'arrête. Le condamné tombe, épuisé, boitant, les membres probablement endoloris à jamais, mais toujours vivants. Vos articulations craquent à chaque mouvement, et vous fermez les yeux une seconde, vous souvenant de votre pauvre père dans le sac de malédiction, de la flagellation et de la décimation. Chaque scène s'entremêle comme les souvenirs d'un mauvais rêve qui s'obstine à continuer. Vous prenez une profonde inspiration, prenez une gorgée de la boisson chaude et laissez le doux bourdonnement du ventilateur envahir vos sens. La rota torturée reste entourée de mystères, faits historiques obscurs ou légendes punitives. Les historiens débattent encore de la question de savoir s'il vaut la peine de passer trop de temps à faire des recherches sur cet artefact cruel, mais pour vous, cela n'a pas d'importance, l'image de la roue qui tourne dans cette ruelle sombre suffit à vous faire frissonner. Vous vous éloignez lentement, laissant la roue tourner en silence, et vous vous préparez pour le prochain spectacle, le bas de boue toxique, où la médecine populaire et la cruauté se rencontrent dans une piscine toxique. Après tout, le défilé des horreurs est loin d'être terminé, et vous, mon intrépide ami, restez fermement dans le public de ce théâtre d'ombre. Vous continuez à marcher, sentant la plante de vos pieds s'agripper à un chemin boule qui scintille dans la faible lumière du soir, et bientôt vous arrivez à un grand bassin creusé dans la roche, rempli d'un liquide épais, brun verdâtre. L'odeur est forte, mêlant air humide et un léger arôme chimique qui fait froncer le nez et le rapace au bas de vin sur vos bottes de fer, mais avec une sensation de laboratoire alchimique. Devant vous se trouve le bain de boue empoisonné, une punition qui combine les croyances médicinales populaires avec la cruauté de l'État et teste les limites de la survie humaine. Les historiens confirment que, dès le 1er siècle après J.C., dans certaines provinces comme la Syrie et la Cappadoce, les magistrats ordonnaient que les prisonniers soient immergés dans des bassins de boue mélangés à des résidus de métaux ou à mercure, plomb et même des cendres d'air toxiques, et dans la croyance que cela purifierait l'âme et le corps avant une condamnation définitive ou une déportation, fait historique dominant.
Les historiens débattent encore pour savoir si cette pratique était réellement basée sur des remèdes populaires ou simplement un prétexte pour infliger des souffrances prolongées. Vous vous approchez du bord, observez la boue épaisse qui tremble sous la brise légère et sentez le doux écho du ventilateur qui, là dans votre chambre, tente de calmer votre esprit. L'exécuteur testamentaire ordonne la condamnée à se déshabiller jusqu'à la taille. L'homme hésite, regardant le liquide avec suspicion. Vous remarquez la sueur sur son fond reflétant la dernière lumière du jour, comme de petites ampoules vacillant de peur. 3 blagues me viennent à l'esprit, j'espère qu'il a au moins changé de vêtements pour ça, c'est peut-être le spa le plus cher de l'Empire. Et, quelqu'un peut-il me dire où se trouve la serviette en microfibre? Alors que le condamné s'agenouille et plonge lentement, la boue recouvre sa poitrine et son cou, s'élevant en vagues régulières. Vous ressentez un frisson sensoriel, comme s'il y avait une bande sonore de doux éclatant sous la surface, un ASMR dégoûtant qui, curieusement, vous fait serrer la poitrine d'anticipation. Certains chroniqueurs légèrement excentriques affirment que, dans des cas plus extrêmes, ils l'ont jeté nu dans la boue, en y ajoutant des salicylates extraits d'herbes hallucinogènes, pour tester sa résistance mentale. Cette curiosité ressemble presque à de la fiction, mais elle laisse libre cours à votre imagination. Tandis que le condamné se déplace d'avant en arrière, essayant d'éviter le poids froid qui lui suce les muscles, on se souvient du détail des sels de plomb utilisés dans les peintures murales, que très peu de médecins reconnaissaient comme toxiques à l'époque. La combinaison de plomb et de mercure dans la boue pouvait provoquer des hallucinations, des convulsions et même une paralysie ou presque une torture chimique avant la pendaison ou la déportation définitive. Les historiens se demandent encore si les magistrats étaient réellement au courant des risques toxiques ou s'ils ont utilisé l'ignorance populaire comme prétexte. Bras. Vous regardez les bulles d'air briser la surface et vous vous demandez si le condamné peut sentir le bord de la boue froide envahir chaque part. La chaleur de votre boisson chaude dans la pièce contraste avec le froid littéral de la cèdre. 3 blagues légères s'échappent, l'endroit parfait pour ceux qui veulent perdre du poids rapidement. Le régime debout, je ne peux qu'imaginer combien coûte ce traitement dans les spas contemporains, et, si c'était aujourd'hui, ce serait un contenu viral sur TikTok. Soudain, le condamné laisse échapper un gémissement sourd, posant une main sur son cou, comme s'il essayait d'empêcher un poison de remonter dans sa gorge. Vous sentez votre propre reflet trembler sur la surface sombre de la boue, vous souvenant de la roue de torture qui tournait dans cette ruelle sombre. La séquence d'horreur dont vous avez déjà été témoin fait que chaque nouvelle méthode semble plus insidieuse que la précédente. C'est comme si Rome participait à une compétition de cruauté, un spectacle qui confine à la légende et au cauchemar. Pendant ce temps, un assistant verse davantage de cendres de plantes étranges apportées d'outre-mer à Mandragore, Sidiou et même des fragments de feuilles de silphium dans le but d'augmenter le pouvoir purificateur. Vous froncez les sourcils, vous demandant s'il s'agissait d'une purification ou simplement d'une expérience de chimie folle. Les historiens remettent encore en question la crédibilité de ces récits, car beaucoup proviennent d'écrivains romains qui voulaient choquer le public grec avec les coutumes barbares de l'Empire. Le bourreau, muni d'un fer à longue tige, remue la boue d'un côté à l'autre, simulant un traitement, comme quelqu'un qui remue une marmite de ragoût et, à ce moment-là, la scène pourrait être un cours de cuisine macabre, si ce n'était du cri étouffé du prisonnier. Toi remarques des gouttes chaudes qui coulent sur son visage, probablement le résultat d'un contact avec des métaux chauffés ou des composés chimiquement actifs. Votre estomac se noue tandis que vous essayez de suivre vos propres soupirs, bercés par le ventilateur. Après quelques minutes qui semblent des heures, l'exécuteur fait signe d'arrêter l'immersion. Le condamné sort en titubant, ses cheveux et son corps recouverts d'une couche visqueuse qui brille dans la faible lumière. Vous voyez l'éclat dans ses yeux, un mélange de soulagement et de panique, comme quelqu'un qui a survécu à un rite de passage. Les historiens débattent encore de la question de savoir si, dans certaines régions, ce bain était immédiatement suivi d'une pendaison ou si l'homme était laissé marcher jusqu'à la crucifixion finale, ou une question qui résonne dans les facultés d'histoire et de toxicologie. Alors que le prisonnier peine à marcher jusqu'à une tente en toile, où des lâches propres et des cataplasmes aux herbes l'attendent, vous prenez une grande inspiration et faites une dernière blague intérieure, le froid pitoyable des bottes de fer me manque presque. Vous imaginez le pauvre forçat essayant de gratter la boue collante avec des morceaux de poterie, regrettant de ne pas avoir apporté une spatule de fortune. Vous vous éloignez du bassin, ajustez la couverture et laissez le bruit régulier du ventilateur reprendre votre concentration. Toutes les méthodes que vous avez observées jusqu'à présent ont été méticuleuses dans leur souffrance, mais ce bain de boue toxique atteint un niveau de cruauté qui mélange la science contemporaine avec un goût sadique pour les tests d'endurance. Vous vous demandez constamment, le public a-t-il davantage apprécié l'aspect chimique ou l'agonie pure? Pour l'instant, la scène se termine, le condamné est desséché, titubant, et la boue coule en flaques sur le sol entier. Vous faites une pause, prenez une grande inspiration et vous vous préparez pour l'acte suivant, où la punition se mêle au mysticisme, le sacrifice des esprits dans des rituels de magie et de peur, portant la croyance religieuse à un niveau aussi dérangeant que les méthodes précédentes.
Vous descendez un couloir étroit éclairé par des torches verdâtres, où le fort arôme de l'encens se mêle à l'odeur de la résine brûlée et de la terre humide. Plus loin, une clairière ouverte révèle un autel rudimentaire sculpté dans la pierre, non pas pour le sang, mais pour l'esprit. Vous ressentez un frisson de curiosité et un léger malaise en vous souvenant du bas de bout toxique d'il y a quelques minutes. Ici, la punition rencontre le mysticisme, le sacrifice spirituel, un rituel punitif qui invoque des forces surnaturelles pour sceller le sort du condamné. Les historiens confirment qu'au IIe siècle après J.C., une variante de ce rituel a été documentée dans des chapelles secrètes de certaines provinces, où des augures et des aruspices se réunissaient pour officier la punition non seulement du corps, mais de l'âme du délinquant, fait historique dominant. Les historiens débattent encore pour savoir si ces rituels étaient des inventions des élites provinciales désireuses d'afficher leur pouvoir ésotérique ou des vestiges de cultes indigènes assimilés par l'Empire. Au centre de la clairière, le condamné est attaché à un pilier de cayenne d'olivier, nu jusqu'à la taille, avec d'étranges symboles peints en semoule de blé sur sa poitrine. Vous remarquez la texture rugueuse de la semoule contre sa peau, presque comme un maquillage mal appliqué pour un carnaval macabre. 3 blagues légères émergent pour apaiser la tension. Qui aurait cru que le mode tribal romain incluait des ateliers de pâte de blé? J'espère que la semoule ne pique pas autant qu'elle en a l'air. Et quelqu'un a-t-il apporté un tamis pour nettoyer ça après? Les augures chantent des chants du tyran en latin archaïque, soufflent dans des coquillages et secouent des coupes en bronze remplies d'un liquide violet, du vin mélangé à des pétales de fleurs rouges et à des cendres d'os brûlés. Vous sentez le souffle du vent porter la mélodie rituelle à vos oreilles, et pendant un instant vous vous demandez si vous êtes dans une cérémonie religieuse ou dans un spectacle d'effets spéciaux à petit budget. Un officiant, portant un masque de hibou, s'approche et tord le corps du condamné à des angles inconfortables, marmonnant des mots qui ressemblent à d'anciens sorts. Certains chroniqueurs un peu excentriques affirment que dans certains coins de Pannonie, on remplaçait les fleurs rouges par de la myrrhe douloureuse, croyant que la douleur physique aiderait à corrompre l'esprit, un détail qui fait frémir. Au fur et à mesure que la cérémonie progresse, les torchers projettent des ombres dansantes sur les murs de pierre, comme si des spectres observaient le rituel. Le célèbre historien Pline, dans des extraits peu connus de ses journaux, a mentionné des pratiques similaires dans la Légion 7, mais de nombreux chercheurs considèrent ces récits comme exagérés, voire falsifiés. Les historiens débattent encore de la question de savoir si le sacrifice spirituel était efficace pour effacer la culpabilité du condamné ou s'il s'agissait simplement d'un spectacle d'intimidation pour les communautés locales. Vous regardez l'officiant verser lentement un mélange de miel et de cendre sur la tête du condamné. Le liquide coule en filets argentés le long de ses clavicules et tombe au sol, où il se mélange à la poussière, créant des motifs qui ressemblent à des constellations impériales. Une légère odeur sucrée se mêle à l'odeur de fumée à un contraste aussi étrange que ce bain de boue toxique que vous avez vu la semaine dernière dans votre esprit. Vous faites une blague intérieure, ce rituel est le nouveau space sensoriel qui va faire fureur sur Instagram. Au bord de la clairière, on entend le cliquetis des chaînes légères. Enchaînés, les serviteurs apportent des offrandes d'herbes séchées, de lapis-lazuli moulu et de petits miroirs à bronze. Certains partisans de l'extrême droite affirment que les miroirs étaient utilisés pour refléter l'esprit du condamné vers lui, le forçant à faire face à ses péchés ou une idée qui ressemble au premier épisode d'une émission de télé-réalité d'horreur. Les historiens se demandent encore si ces miroirs sont réellement passés par les forges romaines ou s'il s'agit d'inventions poétiques de chroniqueurs persans admirateurs de l'exotisme de l'Occident. Vous sentez la tension monter, comme si chaque grain de sable dans la clairière poussait à l'unisson avec le chant. Le condamné, presque sans force, suit des instructions marmonnées, répétant des phrases en latin archaïque qu'il a du mal à comprendre. Sa voix semble tremblante mais ferme, une tentative de coopération ou de désespoir. Votre couverture glisse de vos genoux et vous l'arrangez rapidement, vous souvenant de votre boisson chaude à côté de vous, essayant de séparer le confort moderne de ce rite ancien. Donc, un groupe de prêtres observe en silence. L'un d'eux, vêtu d'une robe jaune tachée, ramasse une poignée de poudre de béryl et la répand sur le condamné en disant à haute voix « Anima tua sia dissolventur, que les chaînes de ton âme soient dissoutes ». On sent le poids des mots, on comprend que pour ces hommes, le rituel portait une signification profonde, même si aujourd'hui cela semble presque surréaliste. 3 blagues vous viennent à l'esprit, je me demande s'il existe un service de nettoyage après le sacrifice, quelqu'un a-t-il dit à ces gars-là que les psychologues existent? Et, ces Romains savaient comment monétiser la pomme mieux que les influenceurs de l'art moderne. Alors que le rituel atteint son apogée, les augures battent des tambours rustiques à un rythme rapide, et une fumée bleu-gris s'élève de l'autel, obscurcissant partiellement votre vision. Vous sentez l'odeur métallique dans l'air, comme si le soufre et la rosée se mêlaient, et votre propre souffle fait vibrer la poitrine du condamné en harmonie. À ce moment-là, on remarque le regard du prisonnier, un mélange de soulagement et de grimaces de douleur, comme si quelqu'un sentait son âme se déchirer, en même temps, l'espoir que quelque chose avait changé.
Les historiens se demandent encore si cet état était le résultat d'une sorte de transe induite par les plantes ou d'une pure préparation psychologique. Dans un silence solennel, le rituel se termine par le bruit d'une conque que l'on ferme. L'écho résonne dans la clairière et, pendant un instant, on a l'impression que le monde entier retient son souffle. L'officier retire les liens, mais le condamné reste immobile, les paumes tournées vers le haut, comme s'il demandait grâce au vide. Vous ressentez un passement de compassion mêlé de fascination. Après tout, c'était un acte de punition, mais aussi une célébration de croyances anciennes. Vous reculez lentement, essuyant mentalement votre visage de la sueur et des résidus d'encens qui ont collé à votre peau. Vous ajustez la couverture, prenez une gorgée de votre thé chaud et écoutez le ventilateur jouer sa mélodie continue, vous rappelant que malgré tout le mysticisme, vous êtes toujours en sécurité dans votre lit. Devant lui, la clairière se vide, ne laissant que cendres et obus éparpillés sur le sol. Vous faites votre dernière blague chuchotée, j'espère qu'au moins à la fin, le gars a obtenu un certificat, oreiller d'âme. Avec cela, vous fermez un autre chapitre d'horreur entre le corps et l'esprit, et vous vous préparez à avancer, vers l'étape suivante, la perte du statut à vie, où la réputation et les droits sont arrachés comme s'il s'agissait de traces de peau morte. Vous émergez des cendres et des obus, ressentant le poids invisible des yeux absents tandis que vous marchez dans un couloir de colonnes nues, chacune marquée des emblèmes de familles importantes qui y ont été privées de leurs droits. L'air sent la pierre ancienne et le parchemin déchiré, comme si les lettres brûlées d'un décret résonnaient encore dans l'atmosphère. Devant lui, un héros officiel brandit un parchemin scellé dans le bronze, prêt à annoncer le sort d'un citoyen, la perte de statut à vie. Depuis l'aube de l'Empire, le Sénat accordait et retirait la citoyenneté et les honneurs par le biais de décrets publics, un fait historique majeur qui démontre la valeur inestimable de la dignité romaine. Lorsqu'une personne était déclarée infamie, elle perdait ses droits civils fondamentaux, elle ne pouvait pas témoigner devant un tribunal, hérité de biens et même son nom était rayé des registres familiaux. Les historiens débattent encore pour savoir si ces punitions visaient davantage la sécurité de l'État ou la satisfaction du public de voir une personne, puissante, tomber en disgrâce. Le héros déroule le parchemin et lit à haute voix, ex auctoritate senatiu populi Romani, status veste privature et nomen in perpetuum exaditur. Le son résonne sur les murs de marbre, résonnant comme un marteau sur une enclume. Vous sentez votre poitrine se serrer en imaginant le choc du condamné, un ancien sénateur dont la toge quittée brillait sur le forum. 3 blagues légères émergent pour atténuer l'impact. Perdre le statut à vie, c'est comme être annulé par sa mère au bon vieux temps. Imaginez perdre le Wi-Fi social romain. Et, peut-être que cela vaut la peine d'investir dans un VPN honneur. Au fur et à mesure que l'on ramasse le parchemin, on remarque encore des inscriptions marginales sur le mur, des noms barrés, des trous où des armoiries ont été détruites, des souvenirs de ceux qui ont été effacés de l'histoire. Certains récits légèrement excentriques mentionnent que dans certaines juridictions, l'infamie était tenue de porter une tunique violette noircie en signe permanent de honte, une version romaine du code vestimentaire punitif. Les historiens se demandent encore si ces tuniques ont existé ou si elles sont des métaphores littéraires de l'ostracisme social. L'ancien sénateur, devenu simple citoyen, voit son nom inscrit au seau de plomb, puis est escorté dehors, ses sandales souples remplacées par d'épaisses semelles de cuir, rappelant vaguement les Queridia clavi, mais sans clous, un symbole de descendance sociale plutôt que de douleur physique. Vous remarquez le contraste, il n'y a pas de sang, mais la blessure infligée à l'orgueil peut durer des générations. C'est un martyr de l'identité, une torture silencieuse qui résonne au sein de la famille. Vous avancez dans la galerie, où les bruits du forum romain semblent lointains, remplacés par des murmures de « Vous vous souvenez d'un tel, le grand général ?» Et « Qui aurait pensé que ça finirait comme ça ?» Chaque pas résonne comme un rappel que l'Empire peut construire des héros et tout aussi facilement les réduire en cendres de réputation. Vous ressentez un frisson dans l'estomac en vous souvenant du procès public des tablettes d'infamie, lorsque chaque mot gravé transperçait l'orgueil comme une fine lame. 3 blagues vous font rêver, statut à vie révoqué, service client indisponible, qui a besoin de LinkedIn quand on a des décrets sénatoriaux. Et, imaginez son CV, expérience, sénateur. Compétences, 0 sur vie sociale. Ces blagues n'enlèvent rien au poids de la scène, mais elles offrent une brève évasion mentale. Alors que l'ancien sénateur est escorté par des gardes, vous touchez la plaque de bronze qui porte désormais son nom taché de rouille, sa texture fraîche sous vos doigts. L'écho des pas accompagne son parcours, lui rappelant qu'après la perte de statut, toute la communauté s'éloigne et l'exilé social marche seul. Les historiens débattent encore de la question de savoir si ces châtiments avaient en réalité pour effet de dissuader les trahisons ou de créer des martyrs qui inspiraient les futurs conspirateurs. Vous reculez, ajustez la couverture sur vos épaules et prenez une gorgée de votre boisson chaude, laissant le doux bourdonnement du ventilateur reprendre le dessus sur vos sens. La perte des droits et de l'honneur s'est accomplie sans spectateur visible, mais l'étape invisible du jugement public est restée plus cruelle que n'importe quel on ou croit. Devant vous,
Le prochain chapitre vous attend, des plumes exotiques, suffisamment bizarres pour défier la crédibilité, parmi des oiseaux primés et des récits d'une beauté choquante. Préparez-vous, car Rome réserve encore des surprises dignes d'un cauchemar sophistiqué. Vous sortez des couloirs de pierre, le bruit étouffé du ventilateur résonnant encore dans votre mémoire tandis que vous tombez sur une scène qui ressemble plus à un marché aux poissons qu'à une punition, des prisonniers couverts d'oiseaux plumés vivants et empilés sur leur corps. L'air est rempli du tintement des plumes qui tombent, un son qui rappelle les cloches lointaines d'un crématorium du libre arbitre. Vous déglutissez difficilement en pensant, au moins, je n'aurai pas à laver les plumes sous la douche plus tard. Dans les régions reculées de l'Empire, des rapports sur des châtiments exotiques apparaissent dès le IIe siècle après JC, lorsque les gouverneurs provinciaux expérimentaient des méthodes de punition artistiques pour effrayer les envahisseurs à un fait historique courant qui survit dans des chroniques fragmentaires. Les historiens débattent encore pour savoir si l'adoption d'oiseaux empilés avait une véritable fonction punitive ou s'il s'agissait simplement d'une démonstration de richesse et de pouvoir, présentant des espèces rares comme des flamants et des pans juste pour choquer la population. Vous vous approchez, sentant l'odeur aigre-douce de la chair et des plumes mêlées à l'odeur terreuse du cercle de terre compacté. Les oiseaux, entassés sans ordre apparent, luttent dans l'agonie, leurs ailes battant dans un rythme faible qui suggère la fatigue d'un festival de couleurs et de plumes qui contraste avec l'expression étonnée du condamné. 3 blagues émergent pour atténuer le choc. Quelqu'un a commandé du poulet farci, cette tendance des « oiseaux sur vous » n'a même pas pris à Paris, et j'espère que personne n'essaiera ce look sur les podiums romains. Pendant ce temps, un bourreau saupoudre des gouttes de résine parfumée ou une touche marginale curieuse, puisque le baume de cèdre était réputé pour réduire la corrosion des plumes dans les climats humides. D'autres chroniqueurs excentriques prétendent qu'ils ont remplacé les oiseaux par des papillons géants dans certaines colonies, pour transmettre un message de légèreté, qui, avance, est aussi crédible que de frotter du beurre sur le visage d'un lion. Les historiens se demandent encore si ces récits proviennent de témoins oculaires ou s'ils ont été inventés par des chroniqueurs grecs essayant de ridiculiser les coutumes barbares de Rome. Vous remarquez le toucher doux et étrange des plumes contre votre peau exposée, chaque plume glissant comme de minuscules lames. Un prisonnier titube, tous tandis qu'il tente de se libérer du duvet qui lui obstrue le nez et la gorge. Le son de ses tentatives de respiration est étouffé, rappelant l'écho étouffé d'un tambour immergé. Rien qu'en le regardant, votre gorge vous démange et votre estomac réagit par un léger hoquet. 3 blagues légères vous viennent à l'esprit. Qui a besoin de masque de carnaval quand on a ses plumes? J'imagine l'entretien de cette tenue, sécher au soleil et battre les tatis, et, à ce jour, aucun créateur n'a osé répéter cette cruelle tendance. Ces jeux servent de soupape de sécurité, empêchant votre cerveau de passer en mode panique totale. Détail historique curieux, dans certaines provinces de l'Est, on donnait aux punis des oiseaux de mer, dont le duvet sentait fortement les algues, pour symboliser l'impureté océanique. Cette curiosité marginale semble si étrange qu'on se demande si elle est réelle ou s'il s'agit simplement d'une rumeur émanant de marchands désireux de profiter des laines exotiques. Les historiens débattent encore pour savoir si l'utilisation de ces méthodes témoigne d'un désespoir administratif face à des crimes graves ou s'il s'agit simplement d'un jeu de démonstration pour des élites provinciales ennuyées. Vous regardez un oiseau battre un dernier battement d'aile avant de s'immobiliser, et la scène devient d'un silence de mort, si lourd que vous vous attendez presque à entendre un murmure de « memento mori ». La peau du condamné éclabousse de rouge et de bleu là où les plumes rencontrent le sang en surface, créant une mosaïque aussi macabre que délicate. Vous prenez une profonde inspiration, sentant l'odeur douce et amère du métal et de la faune se mélanger à votre propre air, vous souvenant de ce bain de boue empoisonné qui a piqué chaque pore de votre corps imaginaire. Alors que les derniers oiseaux se reposent, un compteur prend des notes en cire sur un tableau de fortune, enregistrant le nombre de plumes que chaque prisonnier a transporté ou une documentation qui confine à la performance artistique. Les historiens se demandent encore si ces documents servaient à évaluer l'efficacité esthétique des punitions ou s'il s'agissait simplement d'une question de bureaucratie impériale. Vous faites un pas en arrière, ajustez la couverture contre vos jambes et laissez le doux bourdonnement du ventilateur submerger à nouveau vos sens. La percussion sourde des plumes qui tombent se mêle à une faible odeur de cire fondue. Chaque note résonne dans votre esprit comme un tambour funéraire. Vous vous demandez jusqu'où la cruauté humaine peut être sophistiquée au nom du pouvoir. À la sortie, un marchand vend des mini-répliques d'oiseaux en bronze empilés, promettant des souvenirs uniques à ceux qui ont survécu à des manifestations ou à des conflits politiques, un commerce qui transforme l'horreur en souvenir. 3 blagues finales se forment. Maintenant je comprends d'où viennent les jardinières décoratives, dommage qu'elles ne soient pas livrées avec un manuel d'instruction, et ce serait la tendance de Noël la plus semblante que j'ai jamais vue. Vous prenez une grande inspiration,
Prenez une gorgée de votre boisson chaude et marchez vers le prochain et dernier acte macabre avant la fermeture, le garrot silencieux, où l'exécution a lieu sans fanfare, mettant fin au spectacle d'horreur avec un murmure de métal sur la chair. Vous entrez dans un couloir étroit éclairé uniquement par des torches vacillantes, où la lueur d'ensemble projette des ombres qui semblent ramper sur les murs comme des prédateurs en maraude. Devant lui, un bourreau vêtu d'une cape sombre tient un instrument minutieux, le garrot. Vous déglutissez difficilement, vous souvenant des méthodes spectaculaires que vous avez déjà vues au drapeau, arbalète, roue, mais ici la douleur sera murmurée, pas claironnée. Historiquement, le garrot a été introduit dans les coulisses des punitions romaines dès le IIe siècle après J.C., utilisé pour punir les traîtres de Rouen dans des lieux privés, loin du regard du peuple d'un fait historique courant qui met en évidence la nature clandestine de cette exécution. Les historiens débattent encore de la question de savoir si cette méthode est apparue comme une alternative, plus rapide, ou simplement comme un moyen de préserver le secret et la dignité de l'État. Vous vous rapprochez et entendez le léger cliquetis de l'acier tandis que le bourreau ajuste le nœud coulant de métal et la corde enveloppée de cuir. La victime, agenouillée sur un épais tapis, a les mains menottées dans le dos. L'arrière du manche cède au froid de la structure en bois. Vous remarquez le sol recouvert d'un tapis de velours usé où certains magistrats auraient ordonné cette simple commodité comme un acte final de piété, une curiosité marginale qui semble presque compatissante au milieu de la cruauté. Le bourreau murmure des instructions au condamné, penche-toi en avant, garde la tête droite. La voix est douce, presque réconfortante, contrastant avec l'instrument aigu posé contre le manche exposé. 3 blagues légères vous viennent à l'esprit pour désamorcer la terreur, on dirait un câlin très serré. J'espère qu'il avait prévu une bonne coupe de cheveux avant ça, et c'est le seul que vous ne voulez pas apprendre sur YouTube. Vous sentez le pouls de l'air tandis que le bourreau tourne lentement la barre de fer, resserrant le nœud coulant contre l'artère carotide. Le condamné ferme les yeux, le visage tendu, tandis que le sifflement du câble grattant la corde résonne dans un rythme presque musical. Puis le nœud glisse, un mouvement précis qui comprime les artères jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Les historiens se demandent encore si la pression était calculée pour provoquer une perte de conscience immédiate ou une mort progressive, permettant au bourreau d'entendre le dernier souffle du punisseur. Dans un coin discret, il remarque un vase avec des pétales de pavot et des roses noires, un dépôt aromatique pour courir l'odeur métallique du sang, une pratique enregistrée dans des chroniques moins répandues. Cette touche de rituel olfactif cherchait à purifier l'environnement après l'exécution, confondant la terreur avec l'encens funéraire. C'est un contraste troublant, un parfum envoûtant contre le silence mortel du garrot. Vous regardez le corps tomber sur le côté, immobile, et sentez votre poitrine se serrer dans un mélange de soulagement et de répulsion. L'absence de cri amplifie le poids du silence, comme si l'air avait été vidé de tout écho. Vous murmurez à vous-même, même le public fantôme dans cette salle n'a pas entendu le dernier acte. Les historiens se demandent encore si le garrot était préféré par les nobles parce qu'ils gardaient leurs traits intacts, servant d'exemple silencieux mais élégant. Tandis que le bourreau nettoie l'instrument, vous remarquez de minuscules gouttes de sang qui scintillent sous la flamme vacillante, un rappel que même dans la méthode la plus discrète, la mort laisse sa marque. Vous faites une dernière blague sarcastique, c'est la seule poignée de main qui me fait peur et me donne un 0. Puis il recule, ajuste la couverture et laisse le bourdonnement du ventilateur remplir le couloir vide. Vous prenez une profonde inspiration, sentez votre cœur ralentir et vous vous préparez à mettre fin au cycle des horreurs avec la douce couture de ce voyage. Après tout, le garrot était le dernier souffle d'un théâtre sombre qui mélange spectacle, pouvoir et cruauté. Maintenant, doucement, vous laissez le rythme ralentir. À chaque respiration, vous sentez votre corps se détendre, comme si l'obscurité du couloir elle-même se dissolvait en un voile doux. Les torchers vacillent, projetant des lumières jaunâtres qui jouent sur les murs, comme des papillons éthérés nichés dans des moments de calme. Vous fermez les yeux un instant, laissant l'écho lointain des cris se dissiper comme des nuages épais à l'aube. Vous renouez avec le présent avec la chaleur réconfortante de la couverture sur vos genoux, le doux arôme du thé encore chaud dans la tasse. Chaque gorgée apporte un sentiment de sécurité, un rappel que tout cela appartient à un passé lointain. Les images de flagrants et de bêtes sauvages, de roues cruelles et de flaques de boue toxiques s'adoucissent en un flou lointain, comme les pages d'un vieux livre que vous venez de fermer. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans le confort du matelas tandis que le ventilateur émet un bourdonnement régulier, votre propre ASMR moderne. Laissez votre esprit absorber la sérénité du moment, laissant derrière lui le poids de chaque punition et de chaque douleur dont vous avez été témoin au cours de ce voyage. Des histoires si étranges et cruelles ont été écrites dans la pierre et le tissu, mais maintenant elles reposent, marquées uniquement par la mémoire. Imaginez une légère brise ou peut-être une brise printanière sur des collines oranges au crépuscule berçant vos pensées comme les notes finales d'une douce symphonie. Vous ressentez un doux soulagement, une promesse de tranquillité qui comble le vide laissé par les horreurs. Et tandis qu'il pousse un léger soupir,
Il réalise que chaque ombre projetée par les torchers devient une subtile trace de réconfort. Maintenant, vous êtes prêt à dormir. Laissez les images se dissiper, laissez votre cœur retrouver son rythme calme et abandonnez-vous à la douce étreinte de la nuit. Bonne nuit, courageux spectateurs, et que vos rêves soient doux.